Bonjour et bienvenue dans le WinLab Innovation Live, le WIL. Merci d'être avec nous pour ce premier volet. Vous le savez, le WinLab Innovation Live, c'est une série de webconférences pour décrypter les enjeux et les nouveaux usages de la construction. Le WIL, c'est une série imaginée par le 3CABTP, acteur majeur du développement de la formation professionnelle, de l'apprentissage dans le secteur de la construction. Et donc aujourd'hui, notre volonté avec ces WIL, eh bien, c'est chaque mois décrypter les tendances de la construction d'aujourd'hui et de demain avec des spécialistes invités pour l'occasion. Et d'ailleurs, vous pouvez interagir avec nous tout au long de l'émission. Nous poserons vos questions. Vous poserez d'ailleurs vos questions aux invités dans la quatrième séquence de cette émission, de cette webconférence Open Questions. Alors, les webconférences WinLab, elles se découpent en 5 temps forts. D'abord, le pitch time, le moment de la présentation. Ensuite, viendra le temps de l'échange avec Yadéba, puis les questions qui fâchent, les open questions que j'évoquais à l'instant. Et nous conclurons avec le Money Time WinLab. Et aujourd'hui, dans cette première édition Libérons le BIM, nous nous intéressons particulièrement à la façon dont la transition numérique a démocratisé les usages du digital dans le secteur du bâtiment. Allez, le WinLab Innovation Live, c'est parti. On commence tout de suite avec le pitch time. Pitch time, c'est le moment de la présentation, vous l'avez compris. On explicite tout d'abord le thème du jour. Franck, pourquoi avoir choisi ce thème, Libérons le BIM ? Parce qu'il y a une nécessité de penser autrement le cycle de vie, le cycle de construction et d'exploitation du bâtiment. Parce qu'il y a aussi nécessité de penser que digitalisation du bâtiment, la digitalisation au service des usages, au service des métiers. Et aussi, il y a une nécessité de changer de paradigme, c'est-à-dire de penser différemment les process, de décloisonner, de travailler ensemble. Et d'ailleurs, dans une étude que nous avons menée il y a assez peu de temps, eh bien, les apprentis sont favorables à être acteurs, à être vecteurs de la transformation, puisque 7 apprentis sur 10 veulent être acteurs du digital dans le BTP. Au-delà de la technologie, nos invités ont une expertise, une actualité qu'ils vont nous expliquer, vont nous apporter des réponses au décloisonnement que vous évoquiez juste avant. Le pitch time, donc, c'est le moment de la présentation. On va commencer tout de suite par vous, Dominique Gâteau. Qui êtes-vous? Que faites-vous? Bonjour. Présentez-vous en 2 mots et 30 secondes. Pas plus. Hein. Pas plus. Hein. Bon. Alors, écoutez, Dominique Gâteau, je suis ingénieur des mines de Douai, aujourd'hui Institut Mines Télécom. J'ai jamais vraiment exercé en tant qu'ingénieur puisque quand j'étais étudiant, j'ai eu l'occasion de créer un logiciel qui s'appelait Architrion et qui est devenu un acteur mondial, 42% de part de marché après avoir levé 25 millions de dollars de capitaux à l'époque. Ensuite, 15 ans d'entrepreneuriat dans la 3D et la démocratisation de la 3D, puis après 10 ans de co-entrepreneuriat. Et finalement, il y a 5 ans, quand j'ai regardé un peu le marché et vu qu'il n'y avait pas eu d'évolution majeure, j'ai décidé d'essayer de changer de nouveau peut-être ce nouveau paradigme et donc d'aller regarder ce qui se passait en France. Et c'est là où, avec mes amis et le collègue Alexis et Benjamin, nous avons décidé de lancer cette initiative SBLM Plateforme. Benjamin, justement, puisqu'on parlait de vous, c'est votre tour, Benjamin Ulrich, à vous de vous présenter. Bonjour, écoutez, je suis Benjamin Ulrich, donc le patron et le fondateur d'Intent Technologies, plateforme de service des bâtiments et de la ville. On est la seule plateforme cloud capable de faire interagir et de piloter l'ensemble des services présents sur des parcs immobiliers et des infrastructures. On bénéficie d'un large catalogue de connecteurs fournis et diversifiés pour pouvoir permettre d'échanger des millions de données aujourd'hui de parcs immobiliers. Et donc c'est une année particulière pour Intent puisqu'on a 10 ans aujourd'hui, enfin aujourd'hui cette année en tout cas, et on continue à se développer donc en France maintenant sur l'ensemble des segments de marché, habitat social, le tertiaire et les collectivités. On continue ce tour de table avec vous, Alexis Nejad. Bonjour, moi je suis président et cofondateur de Certi7, que ça nous a ramené d'avoir le produit qui est Start Building. J'ai un long passé de terrain. J'ai commencé le travail avec Architrion, en passant par Nemetschek et finir dans le monde Autodesk et toujours sur le terrain accompagner les gens du bâtiment et dans le problème de manière de fonctionnement de BIM, ça nous a ramené avec notre vision commune de créer Start Building, qui est en 2 mots qu'on va rentrer plus dans le détail, c'est la valorisation d'informations.
On a entendu des noms de solutions, de logiciels qui sont utilisés dans le monde de la construction depuis plusieurs années. Franck, pourquoi avoir choisi nos 3 invités aujourd'hui? Pour leur côté atypique, pour leur côté vraiment disruptif, proposer une voie différenciante en termes de travail collaboratif, donc de décloisonnement. Le mode, alors pour le coup, le mode collaboratif prend tout son sens, et puis surtout, c'est de repositionner le digital au cœur du sujet. Et c'est le but de SBLM Plateforme. Exactement, c'est tout à fait ça. Alors, peut-être Dominique, vous pourriez nous présenter SBLM Plateforme en... Oui, alors SBLM en quelques Plateforme, mots. c'est avant tout je dirais un écosystème d'entrepreneurs, d'entreprises innovantes qui ont décidé de travailler ensemble et de travailler sur la technologie et de faire une démarche commerciale commune. C'est également, bien évidemment, une plateforme qui va pouvoir gérer l'authenticité et la continuité des données tout au long du cycle de vie du bâtiment. C'est aussi un groupe d'experts aux expertises complémentaires qui ont décidé de travailler ensemble et qui peuvent aider le développement de cet écosystème. Et puis voilà, c'est surtout la volonté de gens et d'entrepreneurs de co-entreprendre ensemble. Et des valeurs humaines. C'est la base de notre ciment, je pense. Sans valeur, c'est difficile. C'est important dans le cadre de la réussite d'un projet commun qui rassemble plusieurs acteurs, plusieurs experts. On en reparlera juste après dans la partie il y a débat qui arrive, puisque on va libérer le BIM ensemble tout de suite dans cette partie il y a débat. Avant de se lancer justement et de donner la parole à nos invités, on vous rappelle que vous pouvez réagir en ligne, nous poser des questions. On reviendra tout à l'heure dans la partie open questions sur vos interrogations concernant ce sujet. Libérons le BIM. Alors, avant de le libérer, justement, le BIM, autant faut-il tous être d'accord sur sa définition, Building Information Modeling, je le dis un petit peu en anglais, un petit peu en français, pardonnez mon accent, ce que l'on pourrait traduire par modélisation des informations et données des bâtiments et infrastructures, c'est ça le BIM, on est d'accord ? Oui, c'est ça le BIM. Et alors, donc, c'est vrai qu'à tort, le BIM est souvent considéré comme un outil, comme une technologie simple. Mais donc, Dominique, expliquez-nous globalement ce qu'est le BIM. Déjà, le BIM, cet acronyme, il est tellement aujourd'hui utilisé qu'on en a fait un mot. Donc, de ce fait, il est dédié à quelques initiés. Certains pensent que c'est une technologie, comme le disait Franck, d'autres pensent que c'est un produit, ou voudraient nous faire penser que c'est un produit, mais non, le BIM, ce n'est pas ça, c'est avant tout un processus de travail collaboratif qui est appuyé par le numérique. Et on en parle beaucoup, mais comment on fait pour le démystifier ? Qu'est-ce que c'est ce travail collaboratif ? Qui intervient ? Quels acteurs ? Sous quelle forme ? Alors c'est là le point de la problématique. Si on prend l'acte de construire sur lequel travaille 37, aujourd'hui ce sont des techniciens, des architectes, des ingénieurs, structures, etc. qui collaborent entre eux au niveau de la maquette numérique. Mais il y a peu de place là pour les gens, les artisans et les gens de la CAPEB pour s'inscrire dans ce flux d'informations cher à Alexis. Mais alors, quel est l'enjeu finalement de ce BIM? À quoi ça sert? Ça devrait servir à permettre dans l'acte de construire aux gens de réellement collaborer, quelle que soit leur activité. Ça devrait permettre aux gens qui sont dans la gestion du patrimoine immobilier de récupérer les données de l'acte de construire et de les utiliser, ou alors de les remettre en forme et de les structurer comme le fait très bien la plateforme de Benjamin et d'Intent. Ça devrait permettre de suivre l'évolution de la chaîne de valeur jusqu'au niveau du decommissioning, de la déconstruction, de suivre les matériaux et de voir ce qu'on peut en faire dans le domaine d'une démarche d'économie circulaire. Mais ça ne le fait pas aujourd'hui. Idéalement, sur le papier, c'est une façon de mettre en relation tous les acteurs. Vous l'avez dit, c'est là où on parle de travail collaboratif. Exactement, un travail collaboratif temps réel, comme disait Franck tout à l'heure, qui aujourd'hui n'est pas là. On s'appuie sur des modèles 3D, c'est ça, tout au long du cycle de vie du bâtiment? Oui, alors, si vous voulez, la 3D vient de la conception assistée par ordinateur. Le produit Architrion était un peu à l'initiative de tout ça. Et les acteurs, après, les autres acteurs ont continué cette démarche. Mais je pense que c'est un peu vain
de vouloir bâtir la collaboration à partir de la maquette numérique. La 3D n'est qu'un outil d'aide à la visualisation et éventuellement un outil d'aide à la décision. Mais c'est la data, la donnée, c'est le I du BIM qui est important. C'est là-dessus, c'est sur I-là qu'il faut collaborer. On est dans l'amalgame malgré tout, malgré ce côté technologique et digitalisé à l'extrême quelque part, on est aussi dans l'amalgame des savoir-faire déjà existants, des corps de métier existants et des savoir-faire nouveaux, modernes, futurs. C'est ça le BIM? Ça devrait être ça encore une fois. Il faudrait permettre à l'ensemble des intervenants de la chaîne de valeur de pouvoir interagir, mettre de la donnée, récupérer de la donnée sans pour autant changer leur manière de faire, sans changer leur métier. Et ce n'est pas encore le cas, puisque jusqu'à présent, on oblige les gens, de manière générale, et surtout dans la phase CAO, BIM telle qu'elle est définie aujourd'hui, de rentrer dans des cadres très spécifiques. Et ce n'est pas ça qui va nous permettre de libérer le BIM. Si on rebondit sur la question de Franck, c'est-à-dire que demain, bon, on a le travail collaboratif, on a compris, on met en place le BIM. En quoi vous apportez aujourd'hui des réponses au décloisonnement déjà évoqué par Dominique? Je peux parler ou je peux rester sage, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, si on fait un point, il faut être clair dans tout ce qui se passe. Je peux me permettre de le dire parce que je l'ai vécu. Et ça veut dire que quand on regarde, il y a 30 ans, quand on commençait les logiciels de maquette numérique, qu'il a sa place, il est très important, qui était pour mieux visualiser et aider à le travail et de manière de fonctionnement. Toujours le même problème. À l'époque, je vais le nommer, c'est pas grave, c'était le problème DXF, transfert de données, logiciels différents, manières d'utilisation différentes, les informations qui ne passaient pas, plein de problèmes de moment. On est passé à DWG. C'est toujours les mêmes choses. Le maquette numérique, il était à sa place, il fait le travail, c'est nécessaire, c'est important, il faut qu'il soit là, mais toujours le même problème. Pas la même version, pas les mêmes logiciels, pas les mêmes façons de structurer des informations, compartimentées, mal structurées, ça passe pas. On est passé à IFC. Toujours les mêmes problèmes. Je vais être répétitif, mais par contre, je vais le conclure pour quelque chose d'assez clair derrière. Et quand on regarde, heureusement qu'ils étaient là, et IFC, il est là, et ils sont aidés. Mais en réalité, il y a un vrai problème. Je le dis parce que j'ai vécu tous les jours proche de ce problème-là. Et quand on regarde, il y en a qui sont exclus parce qu'ils n'ont pas accès aux maquettes numériques. Et quand on regarde ça, on va dire, ça va marcher, on va faire ci, on va faire cela. Après, il y a le monde de BIM qui est arrivé. C'est-à-dire qu'on a accompagné dans le fonctionnement BIM. Mais en réalité, tout le monde centralise le maquette numérique au centre, qui déjà, il n'a pas toutes les informations nécessaires. Il y a des informations qui sont en dehors. Il y en a qui sont même exclus. Et si on parle de communication, et si on parle de travail collaboratif, si vous avez un téléphone, on s'appelle, on envoie des messages. Mais par contre, si mon téléphone, il ne peut pas discuter avec votre marque de téléphone, ou on ne peut pas me reprocher mon article écrit par rapport aux stylos que je choisis. Il faut que chaque élément prenne sa place. Le maquette numérique, il est très important, mais il ne devrait pas être centralisé. C'est les informations. Et en réalité, peut-être je suis un peu passionné par ce que je dis, mais en réalité, ce que je crois, ça veut dire que le flux d'informations, valoriser les informations, faire rentrer des gens qui sont exclus, ça permet une fois pour toutes de fonctionner en BIM. Ce que je crois vraiment. Et alors justement, là, quand on parle de ce fonctionnement en BIM, on parle de la data, la smart data. Donc, comment cette data peut être utilisée intelligemment, Benjamin? Alors nous, on intervient sur le cycle d'exploitation, donc sur la phase vraiment, on va dire, post de l'acte de construire. Effectivement, la donnée, elle a de la valeur que si elle circule. C'est un principe qui a été fondateur pour Intent Technologies, puisqu'on a considéré que cette donnée, elle prenait de la valeur si elle est utile et utilisée par le plus grand nombre d'acteurs qui vont pouvoir collaborer autour de ces actifs que sont les actifs immobiliers. Pour ce faire, on a identifié que dans l'exploitation, toutes ces données qui vont être générées dans l'acte de construire vont permettre ensuite de pouvoir être exploitées à des fins de 3 défis, à mon avis, qui sont à relever autour du bâtiment. Le premier, c'est l'industrialisation par l'efficacité opérationnelle de tous ces acteurs, que ce soit dans le delivery de tous ces services autour du bâtiment. Le deuxième, c'est d'une meilleure agilité dans la planification des travaux d'entretien, puisque connaître l'usage va permettre d'optimiser aussi cette planification de travaux. Et le troisième, et sûrement le plus important, c'est la relation avec les occupants et l'expérience utilisateur que l'on va tirer dans l'utilisation
gestion de toutes ces infrastructures assez inertes au demeurant quand on ne touche pas en fait au domaine de la data. Et donc, on s'est attaché, nous, à travailler justement, à assembler deux composantes essentielles à pouvoir rendre utile et utilisable cette donnée. C'est la donnée froide, d'un côté, qui vient de ces maquettes BIN et qui va contextualiser le bâtiment, les parties communes, les équipements, les contrats. Et puis, la partie des données chaudes, les fameuses données dites des activités qui sont déployées sur le bâtiment, qui vont permettre d'identifier que le technicien est intervenu, que l'équipement fonctionne, que j'ai des consommations d'énergie, éventuellement des services à la personne, etc. etc. C'est-à-dire que les différents temps de vie d'un bâtiment avant que l'on livrait, que l'on construisait, que l'on livrait et ensuite que l'on gérait sont tous reliés. C'est ça qui est formidable finalement avec le BIM. Alors vous parliez de travail collaboratif, de données. On va regarder le point de vue justement de Jérôme Capel, directeur de l'innovation de Pas-de-Calais Habitat. Et on se retrouve juste après. Pour gagner en performance et en création de valeur, le secteur a besoin de faire le lien entre les outils d'experts, de conception du bâtiment et de constat des usages. L'analyse des comportements permet ainsi de conjuguer approche contemporaine des usages et les stratégies environnementales avec une conception par l'apprentissage sans négliger le modèle économique. L'accélération de la production des bâtiments neufs et de l'exploitation de l'existant passe par une expertise de l'échange en temps réel entre acteurs, de l'action quotidienne à la vision pluriannuelle. Une réaction sur ce que disait justement Jérôme Capel, Dominique? Je pense que M. Capel illustre bien ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il met en avant l'importance, comme vous le disiez, de cette collaboration tout au long de la chaîne de valeur, mais aussi le fait de donner accès à l'ensemble des intervenants. C'est vraiment important. Le grand groupe, l'architecte et l'artisan de la CAPEB, par exemple, doivent pouvoir mettre de la donnée, récupérer de la donnée, et c'est toute la valeur dont parlait M. Capel. Alors, vous participez tous les trois donc, au lancement de SBLM Platform, mais donc, concrètement, quelle est la valeur ajoutée de ce nouvel écosystème? En 2 minutes, hein, tu m'excuses. C'est-à-dire que quand on regarde sur l'état d'esprit des SBLM, on parle de ce que nous sommes en train de parler, que je me permets parce que c'est le premier maillon, c'est Start Building, c'est d'avoir, en réalité, de valoriser les informations, les structurer, de les mettre à disposition de tout intervenant, tous les acteurs. La suite de bon fonctionnement, de le passer dans le parti gestion, de le passer exploitation, de passer par déconstruction, qui est le monde c'est même pas demain, c'est vraiment après-demain. Ça veut dire que dans tout ce qui est cycle, au lieu de, des fois je me trompe, maintenant je dis cirque, le cycle de bâtiment, c'est quelque chose qui est nécessaire, qui est dans la philosophie profond ADN de SBLM. Oui. Et aujourd'hui, par rapport aux enjeux actuels, c'est vrai que c'est important de pouvoir justement suivre ce cycle de vie. Normalement, ça permet des gains d'énergie, une meilleure gestion, justement. On a, alors dans notre cycle d'exploitation, on voit nos clients tous les jours confrontés à ces difficultés de bien maîtriser finalement ce cycle de vie de la donnée dans le cycle de vie du bâtiment. On voit que c'est un enjeu d'efficacité opérationnelle, je l'ai cité tout à l'heure, parce qu'on perd beaucoup de temps aujourd'hui à assurer cette traçabilité pour faire circuler l'information, effectivement, de différents métiers qui viennent collaborer autour du processus de cycle de vie du bâtiment. On voit des enjeux aussi qui sont liés à des corporatismes de certains, on parlait tout à l'heure. Donc ça veut dire qu'il faut être tous tournés vers le même objectif. Il faut avoir un défi commun. Ça, c'est clair qu'aujourd'hui, on n'industrialisera pas, on ne transformera pas le secteur si on n'est pas aligné à défendre une vision commune pour pouvoir changer la manière de collaborer dans cette chaîne de valeur où les acteurs ont des relations très complexes par rapport à d'autres chaînes de valeur dans d'autres secteurs de l'industrie. Ça veut dire que il faut démocratiser la digitalisation pour libérer le BIM, quelque part, pour
il faut démocratiser l'utilisation, pour moi, des informations qui sont rendues disponibles par la digitalisation. Et effectivement, le rendre accessible au plus grand nombre. Enfin, Je fais réagir Dominique. Démocratiser l'accès à l'information. Oui. Oui, parce que la digitalisation elle est déjà Parce que démocratisée ça depuis existe un moment. déjà. Mais L'industrie n'a pas attendu SBLM Platform. Mais démocratiser l'accès à l'information et permettre à n'importe quel intervenant du cycle de vie du bâtiment de pouvoir mettre de la data et récupérer de la data en fonction de son métier quotidien. ce collectif d'entrepreneurs que vous lancez avec SBLM Plateforme, pourquoi l'avoir rejoint? Tiens, Benjamin, pourquoi vous... Alors, pourquoi l'avoir rejoint? Alors, bon, au-delà de toute l'admiration que j'ai pour le parcours de Dominique en tant qu'entrepreneur dans ce domaine et qui connaît parfaitement les composantes de ce métier et de ses enjeux numériques, on a compris depuis 20 ans que je travaille dans ce secteur que finalement, on ne peut pas mener cette bataille seul. C'est impossible. Une solution ne répondra pas à tous les enjeux de ce secteur. Donc il va falloir effectivement trouver, comme dans d'autres secteurs de la santé ou d'autres, je pense au dossier médical personnalisé ou d'autres secteurs similaires, trouver un nouveau moyen de collaborer autour du partage de l'information et de sa traçabilité. Le deuxième point pour moi qui était important, c'est effectivement faire émerger une vision très souveraine de la capacité à faire émerger depuis la France et depuis l'Europe une vision de l'industrialisation digitale de ce secteur qui vient de l'expérience qu'on aura bâtie en France. Et le troisième point, c'est accélérer l'adoption des innovations. Je pense qu'aujourd'hui, on met trop de temps, et notamment les startups en sont les premières victimes, pour adopter les innovations dans ce secteur et faire en sorte qu'on ait des licornes, pourquoi pas, qui se développent également dans cette industrie. D'où l'importance d'un écosystème gagnant-gagnant où chacun... Mais oui, parce qu'on a tout en France pour réussir. On dirait une émission économique. Et ça, je pense qu'il faut bien insister sur ce sujet-là. sujet-là. On a tout en France pour réussir. Et alors je ne peux pas prédire le futur, mais par contre, je suis capable de regarder le passé. Et que quand je regarde le passé, eh bien, nous avons été un peu à l'initiative de cette démarche BIM qu'on appelle aujourd'hui avec Architrayon. Et quand on regarde les autres industries, elles ont toutes été numérisées. Toutes. La seule industrie qu'on appelle aujourd'hui l'architecture, l'ingénierie et la construction, l'AEC, est la seule industrie qui n'a pas été réellement digitalisée sur l'ensemble de sa chaîne de valeur. Donc il y a urgence. Mais il y a urgence, il y a opportunité. Oui. Il y a à la fois opportunité et urgence. Ça fait 35 ans qu'on est là. C'est vrai qu'on peut parler entre spécialistes, mais aussi pour l'individu lambda, la construction d'un bâtiment, c'est aussi les enjeux que l'on se pose tous ensemble dans notre société pour mieux gérer son habitat, son énergie, préserver l'environnement. Quand on déconstruit un bâtiment, c'est aussi pouvoir recycler de la meilleure façon les matériaux qui ont été utilisés pour construire ce bâtiment, c'est ça? Et il faut que les gens réalisent qu'il y a un enjeu important. Mais bien sûr, d'ailleurs, c'est des travaux qui sont développés notamment à l'Institut IMT Lille-Douai, professeur Noureddine Abriac et Mahfoud Benzazour, qui travaillent sur une plateforme donc justement de déconstruction et de suivi de traçabilité de l'ensemble des matériaux. Mais pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, dans le domaine de la commercialisation, la personne physique, vous n'aimeriez pas, vous, voir sur votre plateforme où vous allez chercher vos bâtiments et votre futur appartement, voir comment évolue votre bâtiment, pas simplement en 3D, mais au niveau des datas, au niveau des intervenants, au niveau des prestataires. Pourquoi on ne l'a pas aujourd'hui, ça? On a tout pour faire ça aujourd'hui. Alors justement, on a demandé à Benjamin pourquoi il avait rejoint SBLM Plateforme. Alexis, toi, quelles sont tes raisons? Moi, j'ose le dire que j'étais... dès le début, à l'origine, en discutant et de participer à ce projet, pour moi, ça vient quelque chose, c'est tellement logique et naturel, parce que dans le vécu, et aujourd'hui, il faut appeler un chat un chat, aujourd'hui, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne vraiment très difficilement. Pour certains, c'est tellement difficile que quand on fait un petit peu, on a une médaille d'or. Bon, c'est dire que quand on fonctionne, il y a des raisons à ça. Les gens, ils sont pour rien, parce qu'en réalité, il faut remédier à ce problème-là et de mettre chaque chose à sa place dans le bon fonctionnement. Et tout, comme on se permet de dire que toujours on est première brique
de manière de fonctionnement que ce qu'on prétend de vouloir faire, on y arrivera ensemble, pas moi, parce que sans utilisateur, nous ne sommes rien, mais adhérer à ce projet-là, c'est sur l'ensemble de cycle de vie de bâtiment. C'est ça, c'est vraiment... C'est mettre en place des méthodes. C'est tout à fait naturel et il est unique, SBLM, aujourd'hui, dans l'esprit de fonctionnement. L'idée, c'est de créer un langage commun, c'est ça, entre les différents acteurs. Aujourd'hui, c'est la tour de Babel, quoi, quelque part. Hein. Ce que 37 est en train de développer est vraiment unique. Parce que Alexis l'a vécu, il l'a vécu dans le terrain avec les plus grands éditeurs. Moi, je l'ai vécu avec les différentes aventures entrepreneuriales. Mais aujourd'hui, dans l'acte de construire, programmation, conception, construction, seuls certains sachants sont capables de communiquer. Et aujourd'hui, le BIM, sur la planète Terre, il doit y avoir grosso modo 200 millions de personnes de près ou de loin impliquées dans cette industrie. Il y a quoi, 3-4% de gens qui font du BIM? Mais Qui le font réellement. Qui le font réellement avec le même langage, avec voilà, comme on le dit une aujourd'hui. méthode de Mais A à Z. moi, c'est pas ça qui Tout à fait. m'intéresse et c'est pas ça qui les intéresse, qui leur intéresse. Je pense que ce qui nous intéresse, c'est de donner la possibilité à 96% des autres personnes de faire réellement du BIM. Alors pour compléter vos interventions, moi je vous propose de regarder le témoignage d'Antoine Rénuit de la société Les Compagnons qui développe un robot peinture. Bonjour à tous, je m'appelle Antoine et je suis le fondateur d'une start-up qui s'appelle Les Compagnons. On est à Lille et on développe des robots d'assistance pour les peintres en bâtiment. Ce sont des robots qui aident les peintres sur les tâches pénibles et répétitives en laissant toute la prise de décision et le travail fin aux peintres. Ça permet une organisation du travail plus efficace en diminuant la pénibilité et en assurant la qualité. Les Compagnons fait partie de la plateforme SBLM et pour nous, SBLM, c'est une démarche évidente. Pour faciliter l'accès des outils du numérique au plus grand nombre, et notamment les entreprises qui étaient jusque-là peu ou pas digitalisées, parce que le numérique dans le bâtiment, c'était le BIM, et que le BIM, c'est lourd et compliqué à déployer. Il y a une vraie complémentarité et une vraie intégration avec SBLM pour le déploiement d'outils simples et agiles, extrêmement innovants, et qui vous donneront une puissance de travail sans égale. C'est toute la promesse Les Compagnons, et c'est toute la promesse SBLM. Alors merci Antoine pour ce témoignage. Les Compagnons, on le rappelle, sont incubés à l'IMT Lille-Douai, partenaire de SBLM Plateforme, l'écosystème que vous lancez. Dominique, pour libérer le BIM, justement, en quoi cet ancrage avec la recherche universitaire est important? Écoutez, dans la Silicon Valley, si Stanford n'avait pas été là, il n'y aurait pas eu, je pense, de Silicon Valley. Donc, sur un projet aussi ambitieux, collaboratif, collégial, d'entrepreneurs, il faut un ancrage universitaire. Et nous avons la chance que l'IMT Lille-Douai, qui fait partie du groupe IMT, d'école d'ingénieurs, a décidé effectivement d'appuyer la démarche à travers une chaire que nous sommes en train de mettre en place. Moi, ce que je voulais aussi compléter, c'est les projets que Dominique, tu mènes aussi, notamment dans le cadre des appels à projets du 3CA-BTP. Oui, tout à fait. On a eu l'occasion de répondre à un appel à projet 3CA-BTP sur l'impression 3D et toute la démarche, je dirais, formation, je dirais du lycéen ou du collégien jusqu'à l'ingénieur. Et on a réussi, on a été sélectionnés, donc l'école a été sélectionnée, c'est le professeur Rachid Zentar et moi-même qui avons travaillé sur ce sujet. On est très contents de collaborer avec vous sur ce sujet-là. Bon, merci Dominique. Donc, c'est important aussi pour le 3CA-BTP, donc au travers de ces actions, des appels à projets comme je viens de l'évoquer, et puis aussi du WinLab, eh bien, de montrer le lien fort qui doit exister et qui existe entre la montée en compétences, les besoins des entreprises du BTP et puis l'apprentissage et la formation. Alors j'espère qu'on aura donné un petit éclairage au BIM sur ce qu'il est, sur la solution que vous proposez au travers de SBLM Plateforme qui est d'agréger des expertises, des savoirs en allant dans le même sens, en créant des méthodes communes, un langage commun grâce à la data
et à la digitalisation. Merci à tous pour ces premiers éléments de réponse. On va continuer ce débat sous une autre forme avec les questions qui fâchent. Ça revient plus vite que prévu. On enchaîne donc avec les questions qui fâchent. On a compris que le BIM, c'était un processus de travail collaboratif. Je parle sous votre gouverne, Dominique, qui requiert une gestion fiable, on est d'accord, et intelligente. Il faut structurer ces datas, permettre à chacun de les lire et de les comprendre du mieux possible, y compris quand on a livré le bâtiment pour mieux gérer le bâtiment. Donc ça veut dire qu'il faut coordonner les métiers, en agréger de nouveaux, mieux concevoir, c'est ça, hein, je ne me trompe pas, construire et de façon la plus élaborée possible et la plus moderne possible les nouveaux bâtiments et infrastructures. Et la plus simple possible. Alors première question qui fâche, certains professionnels du bâtiment disent que le BIM, c'est le BINS, hein, excusez ce jeu de mots, mais qu'on a toujours construit les bâtiments jusqu'à aujourd'hui et que la digitalisation et toutes cette nouvelle structuration que vous proposez, ça ne sert à rien. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Joker. Non, il y a une évolution et ça sert. Bien évidemment, depuis 35 ans, on travaille sur le sujet, l'industrie travaille sur le sujet. Ceci dit, comme l'a expliqué Alexis, il y a trop de niveaux de complexité. Les outils sont trop onéreux. Je dirais qu'il faut trop de formation pour que réellement on puisse être efficient. Et en plus de ça, quand on arrive avec une maquette numérique à la fin de l'acte de construire, du processus d'acte de construire, généralement à 98 ou 19%, elle ne correspond jamais au bâtiment qui a été construit. Donc, que fait-on de cette maquette numérique ? À qui on la passe ? À notre ami Benjamin, mais les données ne sont pas les bonnes. On va faire quoi ? Donc, c'est là toute la problématique. Donc aujourd'hui, c'est encore flou, c'est ça, le BIM. Je pense qu'il y a une approche très technophile aujourd'hui du BIM et pas assez centrée sur les usages. Je pense qu'aujourd'hui, on l'a introduit sur la formation et on voit bien la jeune génération d'ailleurs est très formée et très sensible en fait à l'approche des usages des technologies et pas tant la technologie pour ce qu'elle présente. Nos clients sont assommés aujourd'hui de technologie. Le bâtiment, comme tous les autres secteurs, par l'émergence des PropTech, aujourd'hui offre à peu près autant de solutions que de problèmes qu'il y a à résoudre. Par des technologies d'intelligence artificielle, objets connectés, de 3D ou autres. Mais en fait, ça ne résout aucun problème. La technologie n'a jamais résolu un problème. Elle est là pour supporter un usage qui va participer à résoudre un problème. Il faut faire évoluer le BIM dans le bon sens. C'est ce qu'on répond à cette question-là, en fait. Ce n'est pas le BIM quand c'est bien fait, mais c'est hyper important pour les enjeux actuels du bâtiment. Deuxième question qui fâche. Oui, Je voulais dire deux mots sur parce qu'après, je n'arriverai pas à le dire. Mais quand on regarde, moi, je suis d'accord avec les questions qui fâchent, qui disent qu'ils savaient construire. Il y a évidemment qu'ils ont raison. Par contre, la réalité, c'est quoi aujourd'hui ? Quand on fait le BIM, on parle de BIM, qui est le projet, parce que c'est devenu carrément calamité. C'est-à-dire que les personnes, il faut qu'ils puissent s'en servir, il faut qu'ils puissent avoir accès. On dépense dans le logiciel, formation. Après la formation, forcément, le lendemain, quand on est opérationnel, on n'appuie pas sur le bouton et que tout, comme magie, ça va fonctionner. Ça veut dire que dans l'esprit, moi, c'est-à-dire que mon rêve de faire des projets de construction, de projets de construction, et les gens, ils participent, ils sont en train de faire du BIM sans prendre la tête. Donc vous répondez aussi sur le fait que ce n'est pas le BIM et qu'il faut changer, tout simplement, changer la paradigme. Façon de fonctionner du début à la fin du cycle de vie du bâtiment. Exactement. Et alors donc, là, très concrètement, autour de cette table, qu'est-ce qu'on peut dire pour que ça se démocratise, pour que ça fasse vraiment boom et qu'on passe du BIM finalement à la digitalisation globale du bâtiment ? Comme on le disait tout à l'heure, comme l'a dit Benjamin, la technologie doit être au service de l'utilisateur, quelle que soit la typologie de l'utilisateur, tout au long du cycle de vie de son métier et donc du bâtiment. Donc là, comme on est très politique dans la question et les réponses, on va se parler franchement. Est-ce que les pouvoirs publics sont à la hauteur des enjeux qui se dessinent aujourd'hui avec le BIM ? Je pense que c'est un marché qui a su créer des marchés par la réglementation. Je pense qu'il faut inverser un peu ce principe en disant qu'aujourd'hui, c'est le bon sens de collaboration et de l'intérêt général qui doit primer par-dessus une obligation réglementaire.
Et donc de faire en sorte qu'on développe vraiment l'usage de ces informations dans des processus métiers qui vont devoir adopter des nouvelles pratiques, mais des pratiques qui sont simples pour l'électricien et qui ne sont pas réservées qu'aux grands groupes, qui a les moyens de toute façon de se payer ce type de formation auprès de ses collaborateurs. Oui, Dominique, Alors, en 2 mots. en deux mots, vous parliez des pouvoirs publics, là, c'était votre question. Oui, c'était la question. C'était de savoir si aujourd'hui tout est mis en œuvre du début à la fin dans. Écoutez, il y a des initiatives qui ont été faites, hein, le PTNB, le plan BIM 2020. On a M. Omaï Soubra qui est président à l'Europe de la Task Force BIM, c'est quand même pas rien. Hein. Bon. Mais bon, les politiques font de la politique, les gens de l'administration font de l'administration, puis nous sommes des entrepreneurs et puis on essaye de réellement amener une solution concrète au marché mondial. Dernière question qui fâche en quelques mots. Est-ce que la formation professionnelle est en mesure de répondre aux besoins liés à l'évolution du BIM aujourd'hui? Question délicate. Benjamin. Alors, formation professionnelle, On dit par exemple que 60% des Oui. métiers qui existeront en 2030 n'existent pas aujourd'hui. Oui. Ce que je peux vous partager, c'est l'expérience qu'on a acquis en fait sur ce secteur, c'est que la donnée elle impacte un grand nombre de métiers aujourd'hui dans l'exploitation, que ce soit le métier du technicien, du gardien, en passant par les directions techniques, direction la relation client ou les bureaux d'études. Chacun va exploiter différemment son métier. Et puis ça développe aussi des nouveaux métiers. Et donc dans ces nouveaux métiers, on a une personne qui s'appelle Monsieur Madame Plateforme chez nous qui vient véhiculer des nouvelles approches de collaboration au sein de l'entreprise. Et donc oui, il faut développer des nouvelles filières de formation, ça on en est convaincu. Les écoles d'ingénieurs n'ont pas encore spécialisé, on a eu quelques pratiques dans la Smart City notamment qui ont permis, notamment dans des boîtes comme la nôtre, de recruter ces profils. Mais voilà, il reste encore beaucoup de choses à construire. Donc on est en retard. Aujourd'hui, on est en je retard. pense. Sur plein. Je pense qu'en tout cas, le socle ingénieur, de formation ingénieur pluridisciplinaire, en tout cas sur les écoles actuelles comme l'IMT, sont des socles extrêmement solides pour pouvoir rentrer justement dans ces nouveaux mondes de collaboration. Après, je pense qu'il ne faut pas oublier tout le reste de la filière. C'est qu'on n'a pas que des métiers qui sont portés par des ingénieurs. Il faut penser aux gardiens, encore une fois, aux techniciens. Il faut penser à tout le monde et notamment à ceux qui nous suivent. Dominique, je vous coupe parce qu'on va enchaîner sur cette 4e partie puisque vous réagissez directement en ligne en nous écoutant, en écoutant nos invités et on va passer tout de suite à la partie open questions, les questions que vous posez. Alors, première question qui nous est posée concrètement, comment l'apprentissage contribue à la démocratisation du BIM? Là, on est vraiment dans le concret. Hein. Oui, alors l'apprentissage contribue parce qu'en fait, comme on le disait, le principe même de l'apprentissage, c'est d'être au cœur du sujet, c'est d'être au cœur des entreprises formatrices. Et un élément important dans le cadre des baromètres que nous pouvons publier au niveau du 3C ABTP, eh bien, c'est 6 entreprises sur 10 considèrent que l'organisme de formation est un élément clé pour les accompagner dans leur transition digitale. Donc aujourd'hui, sur près de 100 diplômes, nous avons matière à infuser, à distiller le digital au service des nouveaux enjeux de la construction. Et comme tu disais, Benjamin, tout à l'heure, c'est que nous ne sommes pas dans le digital pour le digital, c'est que chaque métier, chaque silo qui était présent jusqu'à maintenant doit bénéficier de ces digitalisations. Vous êtes tous d'accord avec l'intervention de Franck? Oui, là, je pense effectivement que la formation, notamment des apprentis, qui vont amener de la valeur en diffusant leur savoir dans cette nouvelle démarche est très importante pour le futur. Alors c'est marrant parce qu'il y a une deuxième question qui parle de valeur, justement, quelle est la proposition de valeur de SBLM concrètement? Qu'est-ce que vous apportez en plus aujourd'hui? On l'a dit, on va le répéter. On l'a déjà dit, on va le répéter. Déjà, encore une fois, ce sont des entrepreneurs qui ont décidé de collaborer, de co-entreprendre ensemble. SBLM, c'est aussi donc un groupe d'experts qui est là pour qui est là pour animer l'écosystème et dédié à cet écosystème. Et donc que vous soyez étudiant, start-up, ETI, grand groupe, financier, si vous voulez venir et nous rejoindre, vous êtes le bienvenu car il faudra beaucoup de puissance pour aller là où on veut aller. Je vous presse un petit peu une 3e question. Est-ce que vous allez inventer un nouveau format pour un partage de données sans blocage?
Alors, Je on me parlait tourne tout vers à l'heure de ne pas parler de technologie. Donc justement, il n'y aura pas de format. C'est tout l'intérêt C'est de la question. démocratisation du BIM. Donc pour nous, l'intérêt, c'est de développer les usages de la donnée et faire en sorte qu'elle soit facile à faire circuler. Il faut que ce soit simple, ce que l'a dit Dominique tout à l'heure. C'est extrêmement important. C'est ce qu'on fait déjà aujourd'hui sur plus de 700 000 logements, 2 millions de mètres carrés aujourd'hui en France. Et bientôt, j'espère beaucoup plus. On l'a démontré avec plus de 170 acteurs déjà raccordés à notre plateforme. Donc c'est possible, ça marche et ça fonctionne déjà. Donc l'acte de construire va probablement le déployer avec demain 37 sur le marché. On va avant de continuer ces questions qui nous sont posées en direct par ceux qui nous suivent, on va tout de suite regarder un exemple de collaboration de réalisation concrète dans le domaine de la formation professionnelle, justement en vidéo, Indigo qui faisait partie d'un appel à projet, c'est ça, de 3CA BTP. Tout à fait. Oui, c'est l'appel à projet dont on a parlé tout à l'heure. Oui. Le projet SBLM, c'est aussi de la formation. Le projet Indigo, qui est mené actuellement pour innovation et digital dans le gros œuvre, est un projet qui est réalisé en partenariat avec le CFA des Hauts-de-France et le CFA du Grand Est. Ce projet, il est accompagné par le 3CA BTP, qui est le réseau d'apprentissage par excellence dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. Merci pour ce témoignage. J'enchaîne avec les questions parce qu'on a énormément de réactions en fait à ces prises de parole que vous nous faites en plateau. Pouvez-vous nous donner des exemples de nouveaux métiers ou services innovants qui vont voir le jour dans cette transition numérique ? J'en parlais rapidement tout à l'heure. Monsieur, Madame Plateforme, pour moi, c'est un métier clé. Alors certains l'ont appelé BIM Manager. J'aime mieux le terme Monsieur, Madame Plateforme parce qu'on n'est pas centré encore une fois sur une technologie, mais bien sur des usages. Et donc, c'est des nouvelles compétences qui vont devoir associer une très grande dextérité dans les métiers, le juridique, le numérique, l'organisation, et de savoir finalement mener des projets qui vont aider les entreprises à faire grandir le lien qu'ils peuvent avoir avec leur écosystème, et notamment en s'appuyant sur l'échange d'informations. Sur les chantiers aussi, on va voir aussi des nouveaux métiers arriver pour suivre l'évolution des bâtiments au moment de la construction. Forcément, et des métiers qu'on n'imagine même pas encore, hein, comme on le disait tout à l'heure. Mais avant ça, il faut vraiment avoir le socle numérique réellement convivial et facilement manipulable pour pouvoir aller là. Ok, je vous pose une autre question. SBLM sera-t-elle ouverte aux IoT du bâtiment ? Forcément, enfin, je veux dire, l'IoT, encore une fois, on parle d'une IoT, technologie. Excusez-moi. Les objets vous avez connectés, cherché parce que... On a cherché un mot. Voilà. Mais moi, les objets Francis connectés tout. font partie évidemment des données qui sont aujourd'hui disponibles. Ce n'est pas les seules. Il y a déjà plein de données disponibles avant de mettre de l'IoT. Et évidemment, dans l'exploitation, l'IoT vient impacter tous les processus métiers. Écoutez, merci. On a abordé... Alors, il y a des questions qu'on n'abordera pas, j'en suis désolé, mais on est aussi pris par le temps. Et on enchaîne tout de suite avec la conclusion de cette première webconférence avec le Money Time WinLab. Et avant de laisser Franck Le Nuellec conclure pour 3CA BTP et l'incubateur WinLab, en 2 mots et 30 secondes, on refait un tour de table par rapport aux échanges que nous avons eus. Quelles perspectives à court, moyen et long terme voyez-vous et puis d'abord à court terme pour le BIM. Aujourd'hui, Alexis Nejad, au niveau du travail collaboratif sans doute Ah oui, c'est-à-dire qu'en réalité, je reste toujours sur la même façon de penser les choses, parce que depuis aujourd'hui, notre site, il est en ligne. La manière que je vois le BIM pour le court terme, c'est de fonctionnement, c'est de valoriser des informations, c'est d'avoir agrégé des différentes données, de pouvoir le mettre à disposition des utilisateurs sans contrainte, avec des interfaces faciles à utiliser, parce que des choses, par l'expérience, c'est des choses dites, ça a l'air simple, il faut l'assumer derrière, mais je tiens vraiment de l'insister. À un moment donné, il faut que les entreprises, le fonctionnement et le travail, en parlant de changement de paradigme, ils puissent travailler confortablement, correctement, parce que pour nous, les informations, c'est
le pétrole. Benjamin. Moi, je dirais SBLM, pour moi, est la clé je dirais, de l'industrialisation des services en permettant de rendre utile et utiliser toute la donnée par tous les acteurs de la filière. Voilà, c'est ce que je retiens de cette démarche et c'est ce qu'on encourage aujourd'hui tous les acteurs qui sont présents à nous rejoindre pour emmener ce projet le plus loin possible. Renforcer le travail collaboratif, mieux gérer les données. Hein. Je synthétise. Et vous, Dominique, les perspectives à court terme pour le BIM? Continuité de la donnée, fiabilité de la donnée, sécurité de la donnée sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Et puis mettre, si on peut, notre expertise, notre expérience commune avec d'autres entrepreneurs, d'autres intrapreneurs, d'autres managers pour réellement faire en sorte que cet écosystème ait une chance d'aller pénétrer le marché international. Oui, parce que vous le dites, c'est la clé, c'est de populariser la démarche, c'est ça? Oui, les 96% qui aujourd'hui n'ont pas accès à cette information. Franck, on vous laisse conclure en tant qu'acteur majeur du développement et de la formation professionnelle. Quelle perspective laisse entrevoir le BIM à court, moyen et long terme? Alors, le BIM et a fortiori une démarche ouverte comme celle d'SBLM Platform, eh bien c'est avant tout le digital au service des usages. On l'a bien dit jusqu'à présent, donc c'est la clé. Le digital va permettre d'être plus performant, d'être plus opérationnel, et puis en même temps, c'est le décloisonnement. Aujourd'hui, on voit bien que les nouvelles générations fonctionnent en mode projet, fonctionnent en collaboratif. Et donc là, aujourd'hui, nous avons les deux ingrédients pour que ça fonctionne, pour que ça fasse boom. C'est-à-dire que nous avons du digital au service des usages, nous avons le collaboratif et il y a l'envie également. Donc c'est ce qui fait que nous avons souhaité aujourd'hui avoir SBLM Platform pour cette première. Eh bien, merci. Merci messieurs d'avoir contribué à nourrir ce premier WIL, ce premier WinLab Innovation Live qui touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt.